Et tout de suite, l'invité, où on va parler aujourd'hui de la 48e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine qui a débuté à Addis Abeba en Éthiopie. Le Maroc est représenté par une délégation conduite par Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères. Alors cette session se penche notamment sur l'examen du rapport de la 51e session du comité. Pour en parler, nous sommes en direct depuis Rabat avec Zakaria Aboudahab, professeur de droit et de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Bonjour. Bonjour madame, merci beaucoup. Merci de répondre à notre invitation. Alors, quel est l'objectif de cette 48e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine ? Alors, le Conseil exécutif fait partie de l'architecture institutionnelle de l'Union africaine, aux côtés d'autres, évidemment. Il faut commencer par l'instance suprême, à savoir la conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui d'ailleurs bientôt va se réunir dans le cadre de sa 39e session. Ensuite, il y a la Commission africaine, c'est un peu la cheville ouvrière qui est désormais présidée par M. Ali Youssouf, de nationalité djiboutienne. Il y a également le comité exécutif. Alors celui-là, c'est une sorte aussi d'instance de pilotage et d'exécution. C'est une instance qui est constituée des ministres des Affaires étrangères des États membres, bien entendu. Évidemment, il pourrait aussi comprendre d'autres personnalités de qualité diplomatique. Et ça va de soi quand on voit aujourd'hui l'énormité des dossiers qui vont être présentés bientôt à la conférence des chefs d'État et de gouvernement, on sait très très bien que c'est ce comité exécutif, en liaison étroite avec le comité des représentants permanents, qui doit donc valider déjà les dossiers, les préparer évidemment à la tenue de la prochaine conférence, on l'a dit. C'est la raison pour laquelle il se penche sur énormément de problématiques quand on sait aujourd'hui que l'un des dossiers majeurs qui vont être examinés prochainement, ça va être la question de l'accès à l'eau et à l'assainissement. Évidemment, quand on parle de cela, on parle aussi de la sécurité alimentaire, on parle également des changements climatiques, et on reviendra certainement dans le débat par rapport à ces points cruciaux qui vont être examinés à partir, on va dire, d'aujourd'hui, mercredi. Alors, quelle lecture faites-vous de la participation du Maroc aux travaux de la 48e session ordinaire du Conseil exécutif de l'UA ? Alors, Maroc participe d'abord de manière proactive, ça va de soi. Il faut que nous nous inscrivions en amont des rapports même préparatoires, je l'ai dit d'abord, qui ont été plus ou moins, non pas formatés, mais préparés dans le cadre des comités des représentants permanents, c'est-à-dire un peu les ambassadeurs qui représentent chaque pays au sein de l'Union africaine. Ensuite, le transfert va être fait par rapport à ce comité exécutif, et donc, je l'ai dit, le Maroc est représenté par M. Nasser Bourita dans le cadre de ce comité, de ce conseil en sa qualité de ministre des Affaires étrangères, en amont pour dire son mot par rapport aux questions cruciales. Alors non seulement les questions climatiques liées à l'eau, l'assainissement, sécurité alimentaire, mais des problématiques en termes de sécurité en Afrique, parce qu'il y a quand même des foyers de tension, la participation de l'Union africaine au sein du G20, mais également des questions de type préparation de sommet. Bientôt, il y aura un sommet entre l'Italie et les chefs d'État et de gouvernement en Afrique, ça, il faut le souligner. Et le Maroc aura son mot à porter dans le sens où il est un acteur majeur désormais au sein de cette union depuis janvier 2017. Et par rapport aussi, je le pense personnellement, transfert de compétences, mais également partage des expériences. Parce que le Maroc, comme il connaît évidemment cette année 2025-2026, si vous voulez un peu l'année agricole, des intempéries, mais également il s'est bien préparé par rapport à des projets comme les autoroutes de l'eau, il pourrait peut-être partager cette expérience dans le cadre d'un benchmarking essentiel. Et encore une fois, en aval, il faut qu'il soit là pour valider les décisions qui vont être prises par la suite dans le cadre de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, respectivement, les 14 et 15 février prochains. Alors, pour parler du Conseil exécutif de l'UA, qui est responsable de la mise en œuvre des décisions du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UA, alors comment le Maroc œuvre-t-il au sein de ce Conseil pour la sécurité et la stabilité des États africains ? Alors, ensuite, ou en plus de ce Conseil, le Maroc a été membre plusieurs fois du Conseil de paix et de sécurité. Il a toujours plaidé d'abord pour une défense d'un paradigme holiste, structurel, global, intégré, interdépendant, ce qu'on appelle le nexus entre des questions de séparatisme, de crimes organisés, mais également des questions
de terrorisme. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'à chaque fois, quand le Maroc trouve l'occasion de le faire, il fait ce plaidoyer. En même temps, il voudrait aller directement vers les racines des problématiques qui interpellent aujourd'hui les États africains et les peuples africains réunis. Ça, c'est extrêmement important. Au lieu de faire des pansements, si vous voulez, du replâtrage, le Maroc plaide toujours pour une action en amont des questions ou des problèmes ou des origines, par exemple de l'immigration irrégulière, la question du séparatisme, etc. Il plaide pour une action de réforme profonde des structures de l'Union africaine, depuis longtemps d'ailleurs, parce que ça fait partie de l'agenda 2063. Nous n'oublions pas, quand on parle des questions de type sommet, des réunions, etc., on s'aligne sur cet agenda qui a été élaboré à partir de 2013 à peu près et qu'on voudrait absolument atteindre dans l'horizon 2063, c'est-à-dire le centenaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963. Et donc, le Maroc, encore une fois, saisit toujours ses opportunités institutionnelles, géopolitiques, pour en même temps s'inscrire dans la dynamique réformatrice de l'Union africaine, se préparer au prochain rendez-vous. N'oublions pas que, par exemple, par rapport à la COP 32, elle aura lieu en 2027 en Éthiopie. Rappelons aussi, en septembre, il y a eu ce qu'on appelle le deuxième sommet du climat en septembre en Afrique 2025. Et c'est la raison pour laquelle le Maroc, déjà en 2016, suite à l'initiative de Sa Majesté, avait abrité une mini-conférence climat. Et je pense qu'il a été même le moteur du lancement de ce genre de format et en même temps diffusion d'une conscience écologique aiguë au sein de notre continent quand on sait l'impact majeur du changement climatique sur les systèmes économiques, sociaux, politiques et autres. Alors, les participants vont examiner les projets d'ordre du jour et de décisions qui seront soumis, on vient de le dire à l'instant, au 39e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UA, prévu pour rappel les 14 et 15 février. Quels sont les enjeux de ce sommet, justement ? Alors, d'abord, on va coller à la thématique majeure et centrale qui a été retenue. Je lis, c'est assurer une disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063. Je crois que là, l'Union africaine colle un peu à des préoccupations du quotidien des Africains, de façon générale, parce que ce continent compte des terres agricoles fertiles, certes, mais qui ne sont pas toujours exploitables faute d'infrastructures, de connectivité, etc. Et je profite de l'occasion, toujours dans ce cadre-là. C'est extrêmement important puisque vous m'avez posé la question sur les enjeux. Que le Maroc, depuis quelques années, avait lancé ce qu'on appelle l'initiative les 3A, adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique. Et c'était même à Marrakech lors de la COP 22 que le Maroc a abrité en 2016. Et dans la foulée, il y a eu pas mal d'actions sur le plan de la diplomatie verte, pilotée entre autres par l'OCP, c'est-à-dire comment faire en sorte que les terres agricoles soient fertilisées. Aujourd'hui, l'Afrique, et ça a été d'ailleurs dit récemment dans pas mal de rapports, ne pollue pas trop, entre guillemets, 4% dans la totalité des émissions des gaz à effet de serre. Et donc, il y a une espèce d'injustice climatique, mais également de fraction, je pourrais le dire ainsi. Et ça me rappelle le discours de Sa Majesté, le roi, quand il a été adressé au président du Parlement lors de la célébration du 60e anniversaire de sa création, que l'action du Maroc en vue d'une justice climatique africaine serait un poteau indicateur de la diplomatie marocaine, non seulement en Afrique, mais aussi ailleurs. Et je pense aujourd'hui, avec ce genre de thématique, on pourrait peut-être ouvrir ou entreouvrir des possibilités d'action opérationnelles en vue d'aider les Africains à mieux produire. Car quand on définit la sécurité alimentaire, ce n'est pas seulement en termes de quantité, mais en termes de qualité. Et donc le Maroc, fort d'une grande expérience en la matière, politique des barrages, fertilisation des terres, les réformes agricoles, etc., je pense pourrait pousser vers la réalisation, tant bien que mal, de ces thématiques majeures que je viens de rappeler, évidemment, et qui mobilisera les 54 États membres de l'Union africaine très prochainement, à partir du samedi, et ça va se terminer dimanche prochain. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, le thème de ce sommet est d'assurer une disponibilité durable de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous donner, professeur, plus de détails sur les objectifs de l'agenda 2063 ? Alors, premièrement, cet agenda, on va dire, il a relevé la barre très haut, en vérité. C'est-à-dire, parfois, il y a des objectifs majeurs
c'est-à-dire renforcement de la solidarité africaine, lutte contre les fragmentations, assurer une vie décente aux Africains, consolidation de l'état de droit, les droits de l'homme, la bonne gouvernance, la restructuration institutionnelle, etc., etc. Il est vrai que ce dont nous manquons aujourd'hui, au-delà des objectifs affichés, maintenant, c'est en termes de quantification et de calcul réel, si vous voulez, de la manière avec laquelle tous les États africains ont opéré pour atteindre les objectifs affichés. Ça rappelle exactement, plus ou moins, nolens volens, si vous voulez, les objectifs du développement durable 2015-2030. Parce qu'au sein de l'ONU, il y a des indicateurs de mesure exactes, si vous voulez, des objectifs qui sont affichés, ce qui manque dans le cadre de l'Union africaine à partir de cet agenda. Mais au-delà, si vous voulez, de cette considération méthodologique, le plus important, à mon avis, que ça permet de mobiliser les énergies tant bien que mal, parce qu'il y a beaucoup d'asymétrie entre les États africains, parce qu'il y a ceux qui sont, si vous voulez, un peu à la tête du peloton, qui ont traversé beaucoup d'étapes en vue de réaliser les décollages nécessaires des économies émergentes comme le Maroc qui aspire à devenir aussi une puissance émergente. On peut citer l'Afrique du Sud, on peut citer l'Égypte, on peut citer l'Algérie évidemment, on peut citer le Kenya, d'autres qui émergent progressivement comme la Côte d'Ivoire, comme l'Angola, mais qu'il y a d'autres malheureusement qui croupissent sous l'effet des conséquences néfastes d'un sous-développement, malheureusement, qui est aussi la résultante d'instabilité politique chronique. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, à mon avis, il s'agit plus de pousser vers l'appropriation de cet agenda et faire en sorte que les peuples aussi, non pas seulement les gouvernements, puissent les réaliser tant bien que mal, en essayant un peu d'écourter, si vous voulez, un peu les délais de réalisation avec une approche de calcul et d'évaluation qui soit pertinente. Je parle des méthodes, bien entendu. Eh bien, merci infiniment, professeur Zakaria Bouda, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes professeur de droit et de relations internationales à l'Université Mohammed V de Rabat. Avec plaisir, madame. Bonne journée.